What's up, guys? J'espère que ça va bien. Welcome, nouvelle édition Guts MMA Betting Breakdown. Si c'est la première fois que vous me voyez, Mishka, ravi d'être avec vous là, pour la prochaine heure-ish, j'imagine. Pas mon premier breakdown, mais le premier ici sur YouTube. J'espère que vous allez apprécier. Si jamais vous avez du feedback, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, me contacter si vous voulez discuter de whatever. Il n'y a pas de problème. Si vous en voulez plus, Guts MMA sur Instagram. Si vous en voulez encore plus, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe. Donc, sans plus tarder, on a une grosse carte, 14 combats là, à regarder en détail. Probablement des duels qui vont prendre un petit peu plus de temps que d'autres, tout dépendant de l'intérêt là, qu'on a envers ces fights-là. Fait que bref, on ouvre la carte avec Veronica Hardy et Brogdon Walker. Première chose qui saute aux yeux pour moi, ce sont les odds. Donc, ce ne sont pas nécessairement les odds à jour là, ici, mais si on regarde là, rapidement, là, officiellement, où est-ce que c'est rendu? Hardy, moins 825, Walker, plus 575. Y a-t-il vraiment un combat ou un combattant, sur lequel on veut lire le chalk sur du moins 825? Bof, à mon avis, non. Brogdon Walker, vous la connaissez peut-être pas. Je la connaissais pas beaucoup non plus avant de faire mes recherches, je vais vous avouer, là. Donc, une combattante un petit peu plus âgée, là, on parle de 36 ans déjà. Entrée au UFC par Ultimate Fighter, quelle saison? Je sais pas. Ça fait un petit bout que je suis plus Ultimate Fighter. Contender Series qui a pris la place. Mais bref, s'est rendu en finale de Ultimate Fighter. A perdu contre Juliana The Killer Miller. Vous la connaissez peut-être. Donc, c'est fait TKO au troisième round. Alors, refait un combat en 2023 contre Lucindo. C'est fait battre décisivement par Yasmine Lucindo, qui est tout de même une bonne combattante dans la division. Puis ensuite, un layoff de près de 28 mois, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'elle n'a pas combattu. Honnêtement, combattante très mid à mon avis, le bottom de la division. Je ne crois pas vraiment qu'elle a sa place au UFC. C'est mon avis. Faites-en ce que vous en voulez. De l'autre côté, Veronica Hardy est un petit peu plus prouvée là, à ce niveau-là. Même si elle n'a pas une fiche incroyable, 9-5, ben, elle a plus d'expérience au UFC. La conjointe de Dan Hardy, que vous connaissez probablement, 29 ans, continue de faire du progrès. Je crois que dans ce duel-là, elle a l'avantage partout. Est-ce qu'il y a au point de justifier des odds de moins 825? Probablement pas, à mon avis. Mais Brogdon Walker, qui est plus une fille de Muay Thai, Hardy, un kickboxing dynamique, elle risque d'être plus rapide, plus de volume debout. Très low volume de Brogdon, pas nécessairement haut non plus de Hardy, là, mais déjà mieux. Brogdon Walker, qui n'a pas une très bonne précision debout, là, on parle de 30,57% environ. 27,5% à distance là, au complet. Sa défensive est mid. Puis ce qui est le plus frappant, c'est le takedown defense de 11,1%. Donc honnêtement, c'est atroce pour les standards de la division. Veronica Hardy, qui est plus une strikers définitivement. Mais je m'attends à ce qu'elle arrive là avec un game plan intelligent, avec Darn Hardy dans son coin qui est excellent là, pour break down les combats, arriver avec des stratégies intelligentes. Même si Hardy, c'est pas une lutteuse incroyable, je serais vraiment pas surpris là, qu'elle obtienne une coupe de takedown du contrôle. Pourrait peut-être trouver même un TKO, à quel point je ne sais pas. Mais bref, Hardy, le pick, est-ce que je vais avoir un bet là-dessus? Absolument pas. Moins 825, aucune value. Pour moi, c'est un stay away là, pour l'ouverture de cartes. Donc, next up, on a Ramiz Brahimaj versus Austin Vanderford. Vous connaissez probablement Vanderford pour la majorité parce que c'est le copain de Paige Van Zandt. Donc, j'imagine que vous l'avez déjà vu pour ça. Reste un bon combattant pour d'autres raisons. Là. On va y venir rapidement. Au niveau des odds, Brahimaj, le gros underdog à plus 2,50, alors que Vanderford est un assez gros favori, justement, là, à moins 300. Au niveau de l'âge, on a Vanderford 35, Ramiz 32. Les deux sont droitiers, 12,5 pour Ramiz et 13,2 pour Vanderford. Par contre, Vanderford, il y a deux défaites contre des gars assez solides. Aaron Jeffrey, un fellow Canadian, bon combattant, vous connaissez probablement, et Gegard Mouzazi, donc c'est pas des bad loss. Et surtout, c'était à 185 livres. Vanderford qui est rendu maintenant à 170 et je crois que c'est une bonne chose pour lui, honnêtement.
Donc, on a parlé un petit peu de la fiche, etc. Niveau gabarit, pour de vrai, c'est semblable. Maintenant, quelque chose d'intéressant du côté là, de bras image, et on va voir l'inverse là, pour Vanderford. Là. Toutes ses victoires sont par finish. Donc, et 11 des 12 là, au premier round. Donc, si ça va à la décision, on l'a vu, c'est arrivé à 4 reprises, il y a perdu. Puis je crois que ce ne sera pas différent là, dans ce scénario. Si jamais ça hit la carte des jeux, je suis pas mal convaincu là, que Vanderford va avoir le edge. Je vous dis pourquoi dans un instant. À l'inverse, Vanderford, lui, ses 2 défaites sont par finish au premier round par KO, justement, contre les 2 noms qu'on a mentionnés précédemment. Mais chaque fois qu'il est allé à la décision, il a emporté. Fait que des profils tout de même là, différents à ce niveau-là. Brahim Image, plus prouvé là, au UFC level. Si on va regarder ici, là, il y a quand même déjà plusieurs fights là, dans l'organisation. A eu un tough début là, contre Max Griffin. Pour de vrai, si vous voulez voir de quoi, je pense que c'est une des scènes les plus dégueu que j'ai vues au UFC. Là. TKO elbow, c'est pas nécessairement que Ramiz est knockout, mais il y a son oreille qui est complètement déchirée, qui pend. Là, fait que bref, Bad Luck s'est fait malmener, puis surtout endommagé, on va dire, dans ce combat-là. Sinon, retour ensuite, soumission, premier round contre Palatnikov, mais bref, who's that? Moi, je sais, mais probablement pas vous. Là. Défaite par décision contre Meggy. Bad look, on y revient dans pas long. Ensuite, sub, premier round contre Michael Gilmore, encore pas super haut level. Ici, red flag contre Temba Gohimbo. Gohimbo qui est très athlétique, honnêtement, mais qui apprend sur le tas. C'est pas nécessairement un lutteur extrêmement bon ou un bon grappler. Et a réussi à dominer 5 takedowns. Ramiz qui a touché 3 coups significatifs en 15 minutes. C'est assez décourageant, là, ces numbers-là. Ensuite, à New York, j'étais là d'ailleurs. C'était une surprise. J'étais du côté de Gall cette fois-ci. Ramiz Brahimaj a eu sa première victoire par KO au premier round. Live au Madison Square Garden. C'était incroyable, même si j'étais pas du côté là, de Brahimaj. Et ensuite, gros upset contre Billy Ray Goff à son dernier combat. Sub au premier round. Billy Ray Goff qui n'a pas fait preuve de prudence et game plan assez atroce à mon avis. Mais bref, c'est pas là le point. Maintenant, Brahimaj, il a fait du progrès depuis qu'il est au UFC définitivement. Mais on sait c'est quoi la stratégie pour le battre, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est être capable de le take-down, le contrôler au sol. Puis il n'y a pas beaucoup là, de réponses à ce niveau-là habituellement. Dans le takedown, il faut être prudent. Il y a une guillotine très dangereuse, donc toujours à faire là, attention. Debout montre du progrès. Pas nécessairement un power puncher, là, un seul KO justement sur toutes ses victoires. Ça a été une surprise contre Mickey Gall, mais son striking s'est définitivement là, amélioré. Mais on le voit, là, la solution pour le battre, c'est comme Meggy a fait, comme Gorimbo a fait. L'amener au sol, le grinder contre la cage, le contrôler, pas le laisser respirer. Puis c'est un gars qui a un cardio assez douteux. À mon avis, ça va être au premier round dans ce combat-là qui va être le plus dangereux. Puis une fois que ça va être passé, Vanderford, il devrait pouvoir aller sur le cruise control, du moins pour la majeure partie. C'est comme ça que je vois ça. Du côté de Vanderford, lutteur quand même accompli, un bon pedigree en lutte, bon contrôle au sol également. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment les atouts pour dominer là, dans ce duel-là. Par contre, peut être chiny at time, on l'a vu, même s'il a gagné par soumission à Contender Series, c'est fait knockdown, donc pas nécessairement le chin le plus, on va dire, le plus tough là, que j'ai vu rapidement comme ça, mais s'il réussit à avoir des takedowns rapidement, établir le contrôle, éviter les subs de Brahimaj parce qu'il est très opportuniste, très dangereux. Je pense qu'il devrait pouvoir là, soit cruiser pour la décision ou peut-être même finir à mise là, avec du ground and pound éventuellement, un peu comme il a fait là, contre Nikolai Veretnikov. Là. D'ailleurs, qui se bat un petit peu plus loin là, sur la carte, même si c'est pas le prochain combat, je sais plus. Fait que, bref, mon pick pour ce duel, Austin Vanderford. Confiance moyenne, je dirais, je me garde quand même une petite réserve. Là. Ramiz Brahimaj, j'étais contre lui les 2 derniers fights, il m'a surpris. Il progresse, 32 ans, il sort des lapins de son chapeau, ça pourrait arriver. Il pourrait chin-check Vanderford là, en début de combat ou même là, saisir un choke, un front choke opportuniste là, quand Vanderford va shoot. Parce que c'est sûr et certain là, que Vanderford, à mon avis, il va pas niaiser trop longtemps debout, il va aller se battre là, à ses forces dans ce duel-là. Donc, next up, nous qui parlait du loup, Nikolai Veretnikov qui va affronter Punaile Soriano. Désolé si jamais j'ai massacré là, les noms. Au niveau des odds, on a Soriano qui est quand même un favori massif là, à moins 320. Veretnikov, le underdog, à plus 200.
70, du moins sur BetOnline. En passant toutes les odds que je dis, je me réfère toujours à BetOnline, qui est un des sites les plus reconnus là, au niveau odds. Fait que, bref, si jamais les vôtres diffèrent légèrement, faites pas de saut. Donc bref, Soriano ici qui a 32 ans versus Veretnikov 35, plus jeune, commence à nous montrer des belles choses honnêtement, là, Soriano. Lui qui se battait avant à 185 livres. D'ailleurs, ses deux dernières défaites étaient à ce niveau-là. Il s'est fait soumettre par Dustin Stoltzfus, que vous connaissez probablement. Il avait mis KO d'ailleurs Marc-André Barriault. Vous allez le reconnaître là, j'imagine, si c'est pas le cas. Bref, ensuite, défaite par KO contre Roman Kopylov, qui est un excellent striker, mais aussi tous des gars avec des gabarits beaucoup plus gros là, que lui. Je crois qu'à 170, c'est sa place. Il y a un meilleur size, même s'il n'est pas énorme. C'est là qui chaîne le plus. De l'autre côté, Veretnikov, par contre, 170 aussi, mais c'est un énorme dude pour la catégorie de poids. 6 pieds 1, vous allez le voir là, lorsqu'il va entrer dans la cage ou à la pesée, c'est quand même un gars assez massif là, pour la division. Sinon, Soriano qui est gaucher, Veretnikov droitier, toujours à prendre là, en considération là, dans les analyses. Au niveau du type là, de win, Soriano qui est 7-1 au knockout, 2-1 sub, 2-2 décision. Et de l'autre côté, Veretnikov 9-2 KO, 1-1 sub, 3-3 décision. Fait qu'on voit des espèces de mixed record là, pour les deux. Par contre, au niveau de l'expérience, quand même rigolo, là, il y a Veretnikov qui est professionnel en MMA depuis presque 13 ans. Mais il y a seulement 3 fights au UFC, donc sur la scène régionale, affronté du niveau peut-être un peu moins élevé là, que Soriano. De l'autre côté, Soriano, lui, j'ai 8 ans chez les professionnels, mais il y a déjà 9 combats au UFC, 5-4 dans l'organisation. Donc, plus grosse expérience là, à haut niveau, même s'il est professionnel depuis moins longtemps, là, à mon avis. Maintenant, du côté là, de Soriano, ben, c'est mon pic, là, je vous le dis d'avance. Je crois qu'il est plus durable, je crois qu'il a un plus haut ceiling au UFC, je crois qu'il cogne plus dur d'ailleurs, il a une bonne puissance de frappe là, définitivement. Il peut craquer, il a un excellent contrôle au sol avec un nasty ground and pound. S'il est sur le top, il ne va pas juste se coucher sur son adversaire et attendre que le temps passe. Il va essayer de placer des coups de coude, il va essayer de faire du dégât, de faire mal. Puis comme j'ai dit, il a l'avantage d'expérience au UFC. Un bon striker, mais aussi qui montre des bonnes prouesses là, au niveau du grappling. Puis je crois définitivement que c'est probablement ça qu'il devrait faire là, dans ce duel-là. Veretnikov, qui n'est pas nécessairement un tout nu debout, là, il est capable de striker aussi, striking là, fonctionnel. Je crois qu'il est probablement un petit peu moins dangereux que Soriano, du moins c'est le même que je vois ça. Mais c'est surtout au sol qu'il y a de la difficulté. Une fois sur son dos, il peut se faire contrôler pour des périodes un peu plus extend. On l'a vu là, dans 3 de ces 4 combats au UFC. En fait, il y en a un au Contender Series, si je ne me trompe pas. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas compté. Oh, ils ont changé l'ordre un petit peu de la carte. Bon, fait que bref, oui, c'est ça, il s'était battu à Contender Series. Il a perdu d'ailleurs contre Michael Morales. Morales, vous connaissez, c'est un top contender dans la division, mais c'est un striker principalement. Morales qui a dominé dans le striking, mais aussi 4 takedowns avec une bonne partie de contrôle, là, qui a contrôlé 5,30 minutes là, sur 15. Donc assez massif. Combat suivant contre Danny Barlow, il n'y a pas de grappling, mais on connaît Barlow, c'est un pur striker, left hand of God, qui s'est fait a little bit fraud check récemment. Combat suivant contre Austin Vanderford, qu'on a breakdown tout à l'heure. Vanderford qui l'a takedown 2 fois sans trop de problèmes, là, puis qui a dominé 7 minutes 21 sur un total de 9 minutes 13 jusqu'à ce que l'arbitre arrête par KO TKO parce que Nicolas, il n'y avait plus de réponse. Il se faisait marteler au sol. Fait que bref, not a good look. Et son dernier combat, split decision. J'étais d'ailleurs sur le dos de Francisco Prado là, lors de ce duel-là. Split decision, ça aurait probablement pu aller d'un côté comme de l'autre, très serré. Mais c'est tout de même fait takedown 3 fois contre Prado, qui est plus reconnu pour être un striker. Il a définitivement travaillé sa lutte. Mais un petit bonhomme, 5 et 10, trapu, réussi à avoir 3 takedowns et aussi là, 6 minutes, presque 7 minutes de contrôle. Fait que, bref, je pense que Soriano, il a l'avantage debout probablement avec son striking, mais il va pouvoir aller trouver des takedowns là, à souhait s'il commit to it. C'est probablement ça qu'il va faire, là, à mon avis. Je l'ai dit déjà dit, je pense que Soriano, il y a un plafond plus haut au UFC. Veretnikov, c'est probablement juste un entrée, une sortie dans l'organisation. C'est le même que je vois ça pour le moment. Peut-être il va me prouver wrong là, dans ce cas-là, ça se pourrait. Là. Mais s'il perd son duel, il va probablement se faire cut là, du UFC. Donc, mon pick, Soriano, décision, peut-être même KO, là, TKO, c'est possible.
Alright, juste avant de procéder avec le prochain breakdown, un petit truc, je vous dis mes picks. Mes picks, c'est les combattants que je crois vont gagner. Ce ne sont pas des bets que je fais nécessairement. Donc c'est toujours là à nuancer. C'est pas parce que je prends un gars pour gagner que je le parie nécessairement. L'inverse même peut même arriver que je vais parier contre un gars que je crois gagne là, si les odds sont vraiment juicy. Donc, bref, prenez pas ça pour des paris. C'est pas des recommandations de bêtes. C'est seulement mon avis sur les combats. Et justement, si jamais vous voulez vraiment avoir plus de détails sur moi, mes plans, mes paris, ben là, c'est dans le Patreon que ça se passe. Donc, bref, next up, on a Patchy Mix contre Yacoub Wiklas. Sorry pour la prononciation. C'est probablement wrong, mais bref, j'ai fait de mon mieux. Patchy Mix, vous connaissez probablement, était champion Bellator, a fait ses débuts récemment contre Mario Bautista. Il était très, très, très hypé. C'était un bon favori quand même là, sur la carte. Bautista qui est un top dans la division là, au UFC. De notre côté, on avait du Bautista Decision là, dans nos bets qui ont hit. Je crois qu'on avait même un Cycle Parlay là, qui a hit avec lui, là, si je ne me trompe pas. Donc, Bautista Decision, c'était le call. Mais là, c'est un match-up tout à fait différent. Donc, Pachimix est champion Bellator. Tout de même, une très belle run à affronter des adversaires de qualité au fil de son parcours. Il fait face à Jakub Wisklas, qui était champion KSW. Donc peut-être que vous ne connaissez pas la ligue, c'est une ligue professionnelle là, située en Europe, plus Europe de l'Est, si je ne me trompe pas. Là. Mais bref, pas nécessairement le même niveau d'opposition que Patchy Mix, même à mon avis, là, pas du tout. Beaucoup plus prouvé le mix à ce niveau-là, même si Yacoub a une bonne expérience. Si on regarde leur profil, 32 ans pour Mix, 29 ans là, pour Yacoub. Pour la grandeur, Patchy Mix va avoir un avantage, mais c'est Yacoub qui a un reach là, supérieur là, à Mitch. Pachimix qui est gaucher, Yacoub droitier, encore une fois, toujours à prendre en considération pour certains points, dépendamment là, des combats. 22-2 pour Mix et 16-3 chez les pros là, pour Yacoub. Donc, comme on a dit, Pachimix qui a fait ses débuts au UFC, ça a été un gros pétard mouillé, là, à mon avis, mais c'est souvent ça là, pour les gros fighters qui arrivent de d'autres organisations. Quand ils rentrent dans l'UFC, ben, c'est un défi tout autre. Il y a le stress, la pression, whatever. Surtout Mix qui a trash talké, qui se la pétait un petit peu trop, à mon avis. Finalement, ça l'a rattrapé. Probablement une leçon d'humilité là, dans son cas. Du côté de Yacoub, ben, évidemment, ça va être à son tour là, de vivre les bright lights, le stress du UFC début. Il y a quand même un layoff de 15 mois, donc c'est à vérifier. Je n'ai pas regardé encore de mon côté. Est-ce que c'est une raison pour des blessures ou whatever? C'est à prendre en considération. Niveau victoire, Yacoub qui est 0-2 au knockout, 10-1 au sub, 6-0 décision. C'est un combattant qui est game, honnêtement. Il est là pour se battre. Là. Il ne va pas prendre ça trop conservateur, là, à mon avis. Du côté de mix, là, si on va voir ici un peu ses résumés de win-loss, là. Vous voyez, 2-0 au knockout, 13-0 au sub, 5-2 aux décisions. C'est un combattant très durable. C'est un dog, lui aussi, en réalité, même si on a vu un combat spécial là, contre Bautista, je pense pas que ça reflète nécessairement l'étendue de son skill set. Patchy Mix, c'est un grappler élite. Donc ça, prenez ça en considération. Contre Mario Bautista, il a shooté un seul takedown. Il a décidé de jouer punchy kiki contre un gars qui est bien supérieur à lui là, dans cet élément-là. Il n'a même pas cherché vraiment à avoir des takedowns. Je pense qu'il y a eu 0 minute dans le combat que ça a été là, dans le clinch là, ou au sol. Donc, vraiment pas un bon look. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font UFC? Ils lui offrent un gars qui commence au UFC, mais qui est principalement un grappler également. Puis honnêtement, je pense qu'il y a des niveaux là, à leur grappling. Je crois que Pachimix est supérieur à Yacoub là, au niveau du sol. Puis là, il leur donne un gars qui va probablement lui-même là, initier le grappling. Donc, si c'est le cas, Pachimix qui a des nasty front choke, qui est très opportuniste avec les subs, même si Yacoub, là, il a un high level BGG, je pense que Pachimix va avoir une longueur d'avance puis qu'il pourrait trouver là, une soumission si ça se passe dans ce département-là. Et à mon avis, ça va finir par toucher le mat, probablement plus souvent là, qu'autrement. Debout, je donne même un edge à Mix. Il s'est fait outstrike par Bautista, mais Mix, là, qui n'est pas nécessairement un nobody là, sur les pieds habituellement. Il est dangereux là, debout là, quand il est dans sa zone puis qu'il a l'avantage. Bref, je pense vraiment qu'il a l'avantage partout là, dans ce duel-là, puis que c'est un gros step down en compétition là, par rapport à Mario Bautista. Puis de l'autre côté, comme j'ai dit, il y a Yacoub qui, lui, va vivre ce que Pachimix a vécu à son dernier fight et qui a un très gros test là, en commençant. Bref, je m'attends à une victoire de Pachimix. Je suis assez confiant là, de son côté.
Ça pourrait être une décision, mais je ne serais pas surpris là, que dans un échange de grappling, là, ils réussissent à trouver là, un choke. Fait que voilà mon avis pour ce duel. Donc, prochain duel entre Messi Chiasson et Yana Santos. Niveau des odds, moins 200 Chiasson, plus 170 là, Yana. Honnêtement, j'ai pas encore fait mon pick pour ce combat-là. Je ne suis pas high du tout sur aucune de ces deux combattantes. Ça pourrait aller d'un bord comme de l'autre, ce qui me fait penser plus un lean dogger pass là, pour Yana Santos. Mais bref, pas vraiment confiance en les deux. Au niveau du gabarit, ça, c'est un facteur qui me fait pencher un petit peu plus pour Messi Chiasson. Elle est très grande là, pour la division, très physique. On parle de 5 pieds 11 versus 5 et 6. L'avantage de portée, là, 3,5 pouces aussi qui peut jouer dans la balance. Chiasson qui peut striker à distance, servir de ses long range weapons. Mais définitivement, Yana Santos qui a un plus gros volume, je crois. Là, il risque d'avoir un petit peu plus d'agression de sa part debout. C'est le même que je vois ça pre-flop, mais je peux me tromper. Là. Comme je vous dis, je crois que c'est un fight qui est très, très, très volatile. Au niveau de la précision, de la défensive, Messi Chiasson en arrache un petit peu plus là, en dessous des standards de la division, là, que ce soit justement défensive ou offensive. Il y en a Santos qui est un petit peu plus dans l'average, voire légèrement supérieur là, dans ce niveau-là. Au niveau du grappling, c'est là que ça me fait un petit peu plus peur. Chasson qui average 2,1 takedown par 15 minutes sur 5,9 attempt par combat, ce qui est deux stats qui sont supérieurs aux standards de la division. Là. Donc, c'est probablement sûr qu'elle va essayer des takedowns. Puis, à mon avis, si elle veut gagner, c'est ce qu'elle doit faire. Si c'est un 15 minutes kickboxing match, ça va être extrêmement serré. Mais si Chiasson réussit à avoir des takedowns, pardon, c'est là que ça va se corser un petit peu plus là, pour Yana. Pas nécessairement la plus grande précision de takedown pour Messi à 35,4%. Ce qui est average, je dirais. Mais Yana Santos, qui n'est pas nécessairement la meilleure défensive. Là, on parle de 53,69%, ce qui est quand même significativement en dessous des standards là, de la division de leur weight class respective. Par contre, si on regarde dernièrement, dernier combat de Yana Santos, je ne sais pas si elle a une petite résurgence là, dans sa carrière, mais son dernier combat, c'était contre Miesha Tate et j'étais sur le side du côté de Tate pour ce combat-là. Je croyais vraiment que Miesha Tate allait avoir des takedowns à souhait ou presque, qu'elle allait dominer au niveau du grappling, peut-être même trouver une soumission, mais finalement, Yana Santos qui a défendu 6 des 7 takedowns. Miesha Tate qui n'a peut-être pas la même physicalité que Messi Chiasson, mais Messi qui peut struggler par moment là, à avoir des takedowns et aussi prendre des décisions douteuses là, en combat. L'autre duel d'avant, il y en a Santos qui a battu Chelsea Chandler. Honnêtement, Chandler qui est 0 UFC level. Avant ça, il était sur une espèce de cold straight. Là. Fait que, bref, un peu d'inconstance, montre du mieux récemment, mais à quel niveau dur à dire. Puis du côté de Messi Chiasson également, un peu d'inconstance. On se souviendra toujours là, de sa défaite par up kick au foie contre Irene Aldana. La première fois que j'ai vu quelque chose là, comme ça et probablement la dernière. Sinon, belle sub contre Penny Kanzan. Ça, c'était une performance dominante, impressionnante. Contre Bueno Silva, si je ne me trompe pas, c'était un Doctor Stoppage coup pur, il me semble. Puis là, sa dernière contre Kathleen Vieira, c'est vraiment pas un bad look. Pas réussi de takedown d'ailleurs dans ce duel-là. Mais ici, qui peut fade un peu plus que le combat avance, manquer de cardio. Je crois qu'il y en a probablement l'avantage là, dans les later rounds là, si c'est le cas. Fait que, bref, pour moi, c'est un complete stay away. En termes de pick, vite comme ça, dog or pass. On va y aller pour Yana vite comme ça. Peut-être que je vais changer d'idée là, d'ici demain, mais rapidement, ça va être rapidement de même, ça va être mon pick. Prochain duel, on a Joe Sangno versus Daniel Santos. Honnêtement, ça, je crois que ça va être un excellent combat sur la carte. Santos underdog, Yo underdog à plus 135, Santos favori à moins 155. Santos, je l'ai probablement déjà vu, s'entraîne à Shooto Box avec Charles Oliveira. Joe Sangyo, lui qui est en Corée, un prodige du Korean Zombie, si je ne me trompe pas, d'où un peu son surnom Zombie Junior. Au niveau du size, 5 et 7 les deux. Par contre, avantage de portée de 4 pouces avec 71 là, pour Yo, qui est à considérer. Lui qui est excellent justement à distance. Au niveau là, de l'affiche, 9-0 pour Yo, 12-2 pour Santos. L'âge semblable, quand même une grosse expérience là, du côté de Santos là, pour l'âge semblable des deux côtés.
grandeur, portée, on en a parlé. Donc, Daniel Santos, qui est professionnel depuis 12 ans et Yo depuis seulement 4 ans. Donc, toujours un facteur à prendre en considération. De Santos qui a plus d'expérience aussi au UFC level. On parle de 4 combats de mémoire, on va aller vérifier ensemble. Là. Mais bref, Daniel Santos, 4 combats au UFC, perdu son début contre Ars, ensuite 3 wins. C'est un dog, Santos, qui est là pour se battre. Il donne toujours des bons shows. Il a tendance à se faire blesser, mais il est capable de push through it. Contre John Castaneda, au premier round, là, il est sur la verge de la mort. Il se fait head kick, wobble, knockdown à une, deux reprises. Mais il come back, il continue de se battre. Puis c'est justement un peu à la Charles Oliveira, carrément. Il va pas quit. Il faut vraiment le mettre out de là pour qu'il abandonne, le séparer de sa conscience, comme on dit. Striker, bonne combinaison de boxe, très fonctionnel. Il se débrouille bien debout, mais est capable de mixer les takedowns là, également. Donc on voit ici 2 takedowns ici, 3, 6 contre un autre Coréen, Jung Yong Lee. 6, mais je crois qu'il en a shooté pas mal plus. Là. Vous voyez, 6 pour 18. Il est vraiment stick sur son game plan. Fait qu'un combattant dynamique avec quand même des bonnes capacités, là, que ce soit au niveau du grappling ou au niveau du striking. Pas nécessairement le meilleur contrôle une fois au sol. S'il y a 6 takedowns sur 18, ben, il y a un peu struggle pour amener le combat au sol. Puis ça dit aussi que son adversaire s'est relevé à maintes reprises. Du côté de Joe Sangyo, vous allez voir un seul combat au UFC, donc très green, très unproven, moins d'expérience, on le dit. Combattant, il aime ça lancer des flashy kicks de temps à autre. Très bonne gestion de la distance, timing excellent. Vous irez voir son knockout contre Jeka Seragi. Honnêtement, Yo, c'était un énorme favori pour ce combat-là. Seragi qui n'est pas UFC level à mon avis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a disposé de son adversaire en 28 secondes. Comme les odds le reflétaient, fait qu'au moins, même si c'est un gros favori contre un low-level guy, il a fait ce qu'il devait faire. Un counter check hook là, remarquable. Là, très très beau knockout. Pour de vrai, aller écouter ça si vous l'avez là, jamais vu. Son cardio, ça perdure dans le combat. Qu'il y a beaucoup d'échanges de wrestling, c'est un gros point d'interrogation. Je ne sais pas trop. Par contre, ce qui me fait peur, c'est le chin de Santos. Comme j'ai dit, il s'est fait knockdown ici contre Castaneda. Mais il s'est fait wobble aussi là, à d'autres reprises là, dans d'autres duels. Il est 6-0 présentement au knockout, mais il peut se faire blesser définitivement. Des bonnes stats, on l'a dit au niveau de la lutte, là, 3 takedowns par 15 minutes sur 7,7 attempts, ce qui est largement supérieur là, au standard de leur division. Donc, écoutez, il y a des arguments pour les deux sides, mais j'aurais tendance à aller du côté du Coréen. Il n'y a pas vraiment de gros arguments de plus, honnêtement. C'est quasiment plus un feeling que d'autres choses. Je pense qu'il est ce qu'il faut pour travailler long range puis potentiellement chin-check Daniel Santos. C'est un gars qui bring the chaos, là, Santos, puis probablement qu'il pourrait laisser une ouverture dans ces moments-là, justement. Fait que, bref, je ligne du côté du underdog. Pas confiant du tout. Si vous êtes du côté de Santos, je respecte tout à fait votre choix. Plus d'expérience au UFC, le grappling edge, donc ça ne me surprendrait pas qu'il soit capable de mixer ça pour aller voler les rounds. Mais s'il se fait ching-check, who knows? Donc, next up, on a Farid Basharat versus Chris Gutierrez. Au niveau des odds, on a Basharat qui est un très gros favori là, à moins 450. Chris, le underdog, à plus 350. Un peu wild à mon avis. Mais on va en venir pourquoi là, définitivement. Au niveau de l'âge, 34 ans là, pour Chris, 28 ans pour Basharat. Au niveau du gabarit, semblable, mais Basharat qui a tout de même là, l'avantage de portée avec 61 11 pouces. Gutiérrez qui est plus grand là, à 5,9 versus 5,8. Niveau record, 13-0 pour Basharat, combattant invaincu, qui est d'ailleurs 4-0 UFC avec une victoire aussi là, à Contender Series, donc on peut dire 5-0 entre guillemets. 22-5-2 là, pour Gutiérrez. Maintenant, sinon, au niveau layoff, Farid qui revient quand même d'un layoff de 10 mois à vérifier là, si c'était une blessure ou whatever, une autre raison là, qui pourrait impacter là, le duel. Sinon, Farid Basharat qui est 1-0 au knockout, pas nécessairement le plus gros power puncher, 6-0 au sub, 6-0 aux décisions. Et du côté de Chris Gutierrez, 9-0 KO, 1-1 sub et 12-5-1 aux décisions. Donc un gars durable, là, jamais mis KO là, dans sa carrière. Et je pense pas que c'est Farid qui va le mettre KO pour la première fois. Lui qui n'a pas nécessairement justement
une puissance de frappe là, énorme. Donc, bref, voilà pour ça. Sinon, du côté de leur style, j'ai commencé par TP Gutiérrez dans ce combat-là. Je me demandais pourquoi Bacharat c'était un si gros favori pour son expérience. D'ailleurs, pour l'expérience, là, je l'ai ici, là, mais Chris Gutiérrez, qui est pro depuis 12 ans, et Bacharat depuis 7 ans, donc pratiquement le double. Et Gutiérrez qui a 384 minutes dans l'octogone chez les pros versus seulement 135 là, chez Bacharat. C'est un gap énorme là, au niveau de l'expérience. Donc maintenant, c'est Gutiérrez, c'est un striker dynamique, un bon kickboxer au kicking range, pardon, là, très efficace, des gros low calf kicks, peut changer les niveaux avec ses jambes définitivement. Donc un gars qui aime ça se battre à l'extérieur avec ses long range weapons, puis qui est très doué justement là, à cette distance-là. Bon footwork dynamique. Du côté de Bacharat, une fois que j'ai regardé, très semblable. Un autre gars qui aime ça être au kicking range. J'ai hâte de voir la dynamique debout, comment ça va avoir l'air. Si c'était un kickboxing match de 15 minutes, pardon, ce serait très, très serré, là, à mon avis. Et les odds n'auraient aucun bon sens. Même là, je les trouve un petit peu wild encore, mais on va y venir pourquoi. Maintenant, au niveau du striking, honnêtement, les deux, ils ont des très bonnes statistiques. Là. J'en donne deux, trois vite fait. Là. Mais Chris Gutiérrez, 6 coups par minute là, à distance avec une précision de 58,5%. C'est 18,2% de plus que la moyenne de la division. C'est énorme. Et de l'autre côté, Bacharat, 5,3 significant strikes à distance par minute avec une précision un peu moins de 46,9, mais ça reste quand même près de 7% de plus que les standards de la division. Et même chose pour la défensive. Les deux absorbent peu et ont une défense là, très efficace là, à distance, soit 66,5% et 63,3% pour Bacharat. Fait que des excellents strikers, autant offensivement que défensivement. Par contre, leur combat ne se passe pas majoritairement à distance. Du côté de Gutiérrez, seulement 72,9% là, de son temps d'octogone à distance et encore moins pour Bacharat là, à 51,7%. Fait que, bref, debout, très serré, ça risque d'être très compétitif, une belle guerre. Par contre, c'est au niveau du grappling là, que ça se corse. Bacharat, qui je crois a un gros edge là, avec les takedowns. Pour les stats offensives de grappling de Gutiérrez, c'est pas trop pertinent dans ce combat-là. Je crois pas qu'il va shooter des takedowns, définitivement pas. Mais du côté de Bacharat, il average 4,3 takedowns par 15 minutes, ce qui est énorme. Précision average, mais il obtient quand même plusieurs takedowns vu qu'il en shoot une tonne. Puis à l'inverse, défensivement, Gutiérrez qui a une bonne défense, on parle de 70,4% de takedown defense. Mais une fois au sol, il peut avoir beaucoup de difficultés. De tout le temps d'octogone que Gutiérrez a passé là, au sol ou au corps à corps, il a dominé seulement 16,3% là, du control time, ce qui est très, très, très peu. Et de l'autre côté, Bacharat qui gagne 85,4% du control time. Vous voyez, ça se complète pratiquement. On dirait que ça s'emboîte là, comme un puzzle, là, ces statistiques-là. Donc, je m'attends à une guerre serrée debout, mais aussitôt que Bacharat va mettre la main sur Gutiérrez et qu'il va réussir à le takedown, je crois que Bacharat va être en mesure de le garder au sol et de contrôler la majorité là, du temps passé là. Et ben, ce qui va lui donner, évidemment, là, les rounds sur les cartes des juges. C'est comme ça que je vois ça. Castaneda, si on regarde dans ses trois derniers fights, là, il s'est fait takedown contre Castaneda. Il s'est fait catcher la jambe, amener au sol à deux reprises. Donc, ça se pourrait très bien là, que Bacharat utilise cette technique-là, vu que Gutiérrez kick énormément. Il s'est fait contrôler 4,5 minutes là, sur les fois qu'il est allé au sol. Contre Quang Lee, qui n'est pas un lutteur super efficace. Pardon, c'est Quang Lee qui a catché ses kicks et non Castaneda. Même chose, Quang Lee catch ses kicks à deux reprises, l'amène au sol et le contrôle. On le voit ici là, pendant près d'un round entier. Et contre Song Yadong, c'était un 25 minutes. Mais Yadong qui a obtenu deux takedowns et des deux takedowns, 11 minutes là, de contrôle. Fait que bref, deux takedowns, 11 minutes, ça et le clinch, évidemment, là, qui rentre un peu en considération. Mais Gutiérrez, qui a de la misère une fois sur son dos, il a affronté des très bons adversaires, il a plus d'expérience, on l'a dit. Ça pourrait être plus serré qu'on le croit, mais je crois vraiment que Bacharat va finir par trouver là, les amener au sol et contrôler là, sur des périodes prolongées à ce niveau-là. Contre Tyler Lalipus, par exemple, vous le connaissez probablement, si je ne me trompe pas, il s'est déjà battu là, au TKO à Québec. J'ai même envie d'aller voir là, pour être certain que je ne vous dis pas n'importe quoi. Là. Mais si je ne me trompe pas, je l'ai peut-être déjà vu du battre là, au centre Vidéotron. Où il s'est déjà battu là. Si on regarde Lalipus, voyons voir. Arrête.
TKO 48, c'est en plein ça. Vous voyez une carte avec Jourdain versus Alex Morgan. Donc, c'est battu là, dans des organisations qu'on connaît bien. Mais Lalipus, qui est un combattant, où est-ce que je vais en venir, là, qui est prouvé, avoir une excellente takedown defense. Basharat a réussi à l'amener au sol à 5 reprises, contrôler près de 7 minutes du combat. Donc, je crois que s'il est capable de faire ça, un gars comme Lalipus, il va pouvoir amener Chris Gutierrez au sol s'il commit to it. Même s'il ne réussit pas du premier coup, continue d'essayer. Puis il devrait réussir. À mon avis, c'est un favori qui devrait come true. Si vous êtes du côté du vétéran Gutierrez, no shame, je respecte ça définitivement. Mais c'est dans le cas qu'on a un kickboxing match de 15 minutes et je doute fortement là, que ce soit le cas ici. Donc, prochain duel, on a Edmen Shabazian contre André Muniz. Shabazian qui est présentement favori à moins 310 et Muniz, le gros underdog, à plus 260. Edmen qui a seulement 27 ans, ce qui est très surprenant pour son expérience. André qui a 35 ans. 6 pieds 2 versus 6 pieds 1. André Muniz, légère avantage de portée à 78 pouces. On a un duel gaucher-droitier encore. Muniz là, qui est du stance southpaw. Maintenant, au niveau de l'expérience, on peut regarder leur fiche. 24-7 pour Muniz, 15-5 pour Edmen. Par contre, Edmen Shabazian qui a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus, qui a plus d'expérience au UFC. Il est 8-5 présentement pour son jeune âge. Il en a vu toutes les couleurs là, déjà. André Muniz qui est 6-3 au UFC level. Au niveau de leur type de victoire, Shabazian qui est 12-3 au knockout, 1-1 sub et 2-1 décision. Et du côté de Muniz, 4-6 au KO. On va y revenir, mais ça parle beaucoup. 15-1 aux soumissions et 5-0 à la décision. Donc bref, si on regarde un peu Edmen, j'en ai parlé vite fait, là, mais un jeune, 27 ans, regardez l'expérience qu'il a à ce niveau, c'est fou. Il est rentré au UFC Guns Ablaze, 5 victoires là, de suite avec 4 finishes sur les 5, donc très prometteur au départ. Ensuite, il a fait face à un mur en Derek Brunson. Il nous a montré qu'il y avait des flaws qui n'étaient pas parfaits. Edmen Shabazian, qui était reconnu un peu là, à ce moment-là comme un gazer, donc qui commence très fort. Mais si on réussit à le grinder et à drainer sa gas tank, qui fade et qui peut se faire finir définitivement. Mais regardez ses défaites. Derek Brunson, Jack Hermanson, Nassourdine Imavov, Anthony Fluffy Hernandez, je veux dire, pour son âge, il n'a pas été contre des no-names. Et sa dernière contre Gerald Mearshart, GM3. GM3, dans ce cas-là, qui a pull-up un chapeau, un lapin de son chapeau, pardon. Edmen qui blesse Gérald, mais finalement qui décide d'aller dans la garde puis qui tombe dans une sub. Fait que, bref, classique GM3, c'est comme ça qu'il gagne à chaque fois. Mais bref, Edmen qui monte un beau progrès depuis. Je crois qu'il commence à maturer. Puis c'est normal, à 27 ans, là, tu continues à faire du progrès définitivement. Puis son dernier fight, je crois que c'est vraiment clé dans ce cas-là, contre André Petroski. André Petroski, c'est un gros grappler, un solide gars de Jiu-Jitsu. S'il se ramasse sur toi, ça peut être des très très gros problèmes. Puis Edmen qui a combattu patient, il a toujours eu l'habitude de partir guns ablaze, puis si ça marche pas, il manque de gaz et c'est fini. Mais là, il a fighté intelligemment, il a fighté patient à distance, voyait venir les takedowns et a bien défendu pour la majorité. Vous voyez, Petroski qui en a eu 2 sur 6, mais qui a eu même seulement 23 secondes de contrôle là, sur ses 2 amenés au sol. Donc, aussitôt qu'Edmen atterrissait sur ses fesses ou qu'il se faisait takedown, boom, pop-up, right back up. Et il a dominé le combat. Il a failli finir André Petroski. Un knockdown, ça a été une complete domination de sa part. Puis j'étais content. J'étais d'ailleurs là, de son côté à ce duel. Tandis qu'il y a beaucoup de monde qui doutait de lui. Fait que je crois on commence à avoir un bon produit là, avec Edmen Shabazian. Du côté de Muniz, c'est l'inverse. J'ai vraiment l'impression qu'Edmen est sur un uptrend et qu'André Muniz sur un downtrend. Même chose, quand il est arrivé au UFC, regardez ça, la run qu'il y a eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wins d'affilée. Soumis Yakare Souza, c'est sûr qu'il était moins dans son prime, mais ça reste une excellente victoire sur papier. Une sub contre le master des subs. Donc, c'est excellent. Mais ensuite, ça se corse. C'est fait choquer par Brendan Allen. C'est fait brasser. TKO par Paul Gregg. Qui se fait TKO par Paul Gregg? André Muniz. Victoire contre John Young Park, mais pour vrai, c'est une décision partagée. Vraiment, c'est 14 coups significatifs en 15 minutes, 11 takedowns. Qu'est-ce que ça veut dire, 11 takedowns? On en a parlé dans un combat plus tôt. Là.
Mais pour faire 11 takedowns, ça veut dire que ton adversaire, il se relève à chaque fois, donc pas nécessairement un contrôle sublime. Et son dernier combat, un gros, gros red flag. D'ailleurs, il avait pris un long lay-off. Je crois que je l'ai noté quelque part ici, là, mais un lay-off de quasiment 1 an et demi. Son retour, il s'est fait knocker, pas un gros punch, là, un petit crochet. Allez le regarder ce combat-là contre Kram Aliskerov. Là. Un petit hook, là, même pas un power shot, là, direct sur la joue. Il tombe au sol, il se fait TKO. Je crois vraiment qu'André Muniz, il a une durabilité, un menton très, très, très suspect. Puis honnêtement, Edmund Shabazian, s'il travaille à distance, il est sélectif dans ses shots, comme contre André Petrovski, qui fait attention de ne pas trop s'emballer puis embarquer dans un échange chaotique, il peut chin-check définitivement là, André Muniz. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Ma prédiction, là, c'est Edmund Shabazian par knockout. Maintenant, dernière chose, on a parlé de la gas tank de Edmund qui s'est améliorée à mon avis. Mais André Muniz, il n'a jamais été connu comme une machine de cardio. Là. C'est plutôt un gazer, même probablement plus là, que Edmund Shabazian à mon avis. 6 défaites par KO, gros gros red flag, la majorité au premier round si je ne me trompe pas. Fait que, bref, du côté de Edmund, pour moi, je pense qu'il est vraiment sur une bonne track puis qui devrait passer le Muniz test, qui, de son côté, là, il y en a probablement plus trop long à faire au UFC. Next up, on a Ateba Gauthier versus Tristan Vines. Ateba knockout. Under 1.5 rounds. On va pas trop se casser la tête. Les odds pour ce combat-là qui a été ficelé dernière minute, on va sortir ça. Moins 1700 pour Ateba Gauthier. Puis je comprends dans un sens, là. Mais bref, on va pas trop s'attarder ici. Ateba Gauthier, on le breakdown une couple de mois, là, ou une couple de semaines sur la carte de Poirier Holloway. Remind me of Ngannou. On dirait un Francis Ngannou à 185 livres, un spécimen physique incroyable. Il ne devait pas se battre contre Tristan. Il devait affronter Ozzy Diaz, qui est un fighter qui aurait probablement knocké au premier round aussi. Ozzy Diaz qui a pull out. La raison, je ne suis plus certain. Tristan Vines qui prend le combat dernière minute. Vines qui il se préparait pour un fight, mais à LFA, pardon. Donc, un combattant de la scène régionale, UFC début. Il est 10-3, c'est 3 défaites par KO au premier round. Donc, non seulement step-up massif en compétition, début au UFC, dernière minute, contre un absolute killer, alors que tu as un chin suspect. Oubliez ça. D'après moi, il va se faire clipper très très tôt dans le combat, puis ça va être un autre highlight reel pour Ateba Gauthier. Sans oublier que le combat est à 185 livres. Vines qui est un 170 livres. Donc, il prend vraiment le combat de dernière minute pour. Il fait une fleur au UFC. Puis à l'inverse, il va avoir un contrat peut-être de 4 combats. On va le revoir dans l'UFC, ça veut dire. Mais à quel coût? Au coût de se faire knocker brutalement au premier round. Fait que bref, sans plus tarder, là, Ateba, Gauthier, knockout probablement au premier round. Donc, next up, on entre dans la main card. On a Joe Bodybags Pyfer versus Abus Magomedov. Pyfer favori moins 255, Abus underdog plus 215. Un peu wild les odds à mon avis, mais je comprends que Pyfer est le favori et c'est aussi mon pick là, dans ce duel-là. Si on regarde un petit peu leur profil, 29 ans Pyfer, 35 ans là, pour Abus. Niveau de la fiche, 14-3 pour Pyfer, 28-6-1 pour Magomedov. Fait que tout de même, un gros avantage là, d'expérience. Lui qui est pro depuis 15 ans, à l'inverse, Pyfer depuis seulement là, 7 ans. Fait que oui, il faut prendre ça en considération. Pyfer qui est 5-1 au UFC, une défaite aussi à Dana White Contender Series, si je ne me trompe pas. Et peut-être même une victoire, on va aller vérifier. Là. Mais je crois qu'il est peut-être 1-1 là, à Contender Series. Oui, c'est ça. Ah, contre Ozzy Diaz qui devait se faire knocker par Ateba Gauthier avant de pull out, justement. Donc, bref, sa défaite par KO contre Stolfus, c'est pas nécessairement un knockout, on va dire conventionnel. C'est plus Pyfer qui se fait amener au sol puis son coude disloque. Donc, bref, c'est pas une question de mauvais chin ou whatever. Dana White qui donne une autre opportunité, qui revient, qui shine. Belle petite streak ici pour sa part, pas nécessairement contre le plus haut niveau de position. Perdu premier 5 rounds contre Jack Hermanson. Je crois que c'était peut-être too much too soon pour lui. Hermanson qui est très solide, surtout sur 5 rounds. Pyfer qui a définitivement gagné les 2 premiers rounds à mon avis, mais qui a montré des signes de fatigue. Et Hermanson qui a take over là, dans les 3 derniers rounds. Gros KO contre Marc-André Barriault, vous vous souviendrez.
Donc malheureusement, mais bref, ça a été un KO assez brutal. Et dernier combat contre Kelvin Gastelum, belle performance. Très dominant les 2 premiers rounds surtout. A enlevé un peu son pied du gas pedal au troisième, mais je peux comprendre. Il a knockdown Kelvin à 2 reprises. Il l'a connecté avec des solides shots, high kick, des gros overhands. Drop Gastelum. Mais Gastelum qui a une durabilité. Là, honnêtement, je ne sais pas de quoi son menton est fait. Là. Il faudrait qu'il donne son menton à la science pour qu'il l'étudie par après. Là. Mais bref, Kelvin c'est la durabilité incroyable. Pour de vrai, là, on ne peut pas y enlever, même si des fois il est décevant. De l'autre côté, Abus, beaucoup d'expérience, mais pas si longtemps que ça qu'il est au UFC. À l'inverse, c'est rigolo parce qu'il a fait son premier combat au UFC contre Stoltzfus, alors que Pfeiffer, lui, il a perdu contre Stoltzfus dans son début à Contender Series. Fait que, bref, un gros finish en commençant. Contre Strickland, ça c'est drôle comme combat. Abus qui domine le premier round. Il outstrike Strickland. C'est rare qu'on voit ça. Finalement, il manque de gaz complètement au deuxième round, puis il se fait piece up. Bref, gros revirement. Et ensuite, perdu contre Caio Borralho. No shame, Caio, il est très bon, là, même s'il a perdu contre Imara récemment. Très, très bon fighter. Ensuite, belle petite séquence, mais pas nécessairement là, les best looks, là, à mon avis. Dans presque tous ses combats, Abus qui tend vraiment à ralentir en fin de fight. Ici, il y a eu une sub opportuniste en fin de troisième round, mais il s'est fait brasser. Là. Allez écouter ce combat-là si vous ne voyez pas de quoi je parle. Contre Michel Pereira, on aurait dit le ghost de Pereira. C'est vraiment un combat atroce pour un comme l'autre. Donc, les deux combattants qui n'ont pas nécessairement un excellent cardio, mais c'est rare que je veux dire ça. Je pense que Joe Pfeiffer, il y en a un meilleur. Pfeiffer, qui est un gros bonhomme, là, 6 pieds 2, 6 pieds 2 les deux, mais il paraît plus physique, honnêtement, là, quand vous les regardez là, dans la cage. Les derniers fights de Abus, il y a eu un petit edge avec son grappling. On voit ici 6 takedowns, 4 et 1. Ça lui a donné un coup de pouce. Mais bonne chance, je serais surpris qu'il réussisse à amener Pfeiffer au sol. Pfeiffer a une bonne gestion de la distance, puis souvent, quand vous arrivez trop près de lui, c'est ce moment-là qu'il va déclencher là, un gros punch supersonique, puis il va vous éteindre. Je crois que Pfeiffer il a un avantage au niveau de la durabilité. Je crois qu'il est plus posé. Je crois qu'il a un meilleur cardio. Ça pourrait être plus serré si ça se rend au troisième round, mais est-ce que ça va se rendre là? Puis il y a aussi un avantage, là, à mon avis, de physicalité. Fait que, honnêtement, j'aime pas trop la ligne. Mais je pense que les deux ont des profils similaires, mais que Pfeiffer est légèrement supérieur là, dans pratiquement là, tous les aspects. Fait que mon pick ici, Pfeiffer, confiance low, moyenne, je vous dirais, soyez prudent. Là. Abou, ça reste un gars qui a beaucoup d'expérience, qui est dangereux. Mais à mon avis, là, Pfeiffer devrait surmonter le Abus test. Prochain combat, on a le OG Josh Emmett versus Youssef Zalal. Donc Youssef qui est un énorme favori là, dans les eaux de moins 500. Emmett à plus 375. Honnêtement, les cotes sont ridicules encore une fois à mon avis. Je vais pas être sur le dos de personne qui prend un dog shot là, sur Emmett, définitivement pas. Mais mon pick c'est Zalal. Je pense qu'il devrait cruiser là, à la décision avec aisance. Si on regarde ici le profil rapidement, 29 ans versus 40 ans pour Emmett. Donc, un 145 livres, 40 ans, c'est sûr qu'il va avoir un ralentissement à un moment donné. Il n'a pas looké nécessairement très bad dans ses derniers fights, mais ça va venir là, sûrement plus tôt là, que tard. Gros avantage de gabarit là, pour Zalal, 5 et 10 versus 5 et 6. Au niveau là, de l'expérience, quand même surprenant, pas nécessairement une grosse différence, là, même si Zalal est beaucoup plus jeune. On parle de 17-5-1 pour Zalal, 19-5 pour Emmett. Au niveau du UFC, Zalal qui est 7-3 et 1 et Emmett qui est 10-5. Par contre, pour Zalal, à prendre en considération, là, vous avez vu sa fiche au UFC, mais il est sur sa deuxième run dans l'organisation. Ici, il s'était fait cut. Il y a eu un bon début, 3 wins. Après ça, il y a eu 4 défaites. Mais regardez les noms. Ilia Topuria. Si je ne me trompe pas, c'était le premier combat d'Ilia au UFC. Oui, contre Youssef Zalal. Puis pour vrai, il lui a donné une bonne go. Là. Allez voir ce duel-là, là, mais c'est assez compétitif. Je pense même que Zalal a peut-être gagné le dernier round. Là. Fait que bref, si vous voulez checker un bon fight de OG Topuria avec ça, why not? Sung Woo Choi, Sean Woodson et Damon Blackshear, qui est un autre excellent combattant. Match nul pour celle-ci. Zalal s'est fait cut. Il est allé faire ses preuves, il a fait ses devoirs, puis depuis qu'il est revenu, une excellente version de lui. Il était déjà bon, mais on dirait un Zalal 2.0. Sub deuxième round, sub premier round, sub deuxième round. Décision assez convaincante contre Calor. Il a perdu le troisième round, à mon avis, là, dans ce combat-là.
mais il était massivement à l'avance là, pour les deux premiers, fait qu'il a décidé de ne pas prendre là, de risques inutiles. Du côté d'Emmett, c'est quand même battu aussi avec les studs de la division. Vous voyez ici, là, il a également affronté là, Qatar qui était un petit peu prime là, à l'époque. Du Danny G, Rodriguez, Topuria, Bryce Mitchell. Il rip Bryce Mitchell, ça c'est un KO assez nasty si vous ne l'avez jamais vu. Dernier fight contre Leron Murphy. Puis honnêtement, je m'attends à un scénario semblable à son dernier combat. Zalal, c'est un excellent striker à distance. Pick and move, il rentre, long jab, long kick, il reste jamais sur place, il frappe, il bouge. Side to side dans la grande cage, il n'est pas au UFC Apex. Je pense qu'il va être capable là, de vraiment evade les grosses attaques de Emmett. Emmett, lui, qui est plus petit, puis qui rely plus sur la puissance. Donc, c'est un gars low volume qui va swing des grosses bombes, qui veut avoir le knockout punch. Est-ce que ça peut arriver? Oui, définitivement, c'est pas hors de la table. Mais je crois que pour un gars plus short qui travaille principalement avec des gros hooks, ça va être tough d'aller chercher là, Youssef Zalal. Au niveau du grappling, sur papier, Emmett qui a une très bonne takedown defense également, puis que c'est même lui souvent qui va avoir des takedowns. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de gars au UFC level qui ont tenté de l'amener au sol. Si on regarde, là, il y a eu une couple de gars avant 2017, mais depuis 2017, il y a deux fighters qui ont tenté de l'amener au sol, qui ont réussi. Danny G, qui a réussi une fois sur quatre, et l'autre, c'est Ulia Topuria, qui a eu 3 sur 3 takedowns. Fait que oui, sur papier, Emmett a une très bonne takedown defense. Mais est-ce que Zalal pourrait trouver un takedown? C'est possible. Si ça va au sol, j'ai l'impression que Zalal a un meilleur jiu-jitsu. Emmett, qui est beaucoup damage over position une fois au sol, on l'a vu dans certains combats, puis je pense même à celui contre Yair Rodriguez. Si je ne me trompe pas, c'est la seule défaite par sub de Emmett. Puis ça se ramasse au sol, Emmett on top. Puis justement, au lieu de travailler à sécuriser la position, à établir un bon top control, il essaie de swinger big, de faire mal. Mais il y a finalement qui revire ça contre lui, qui réussit à améliorer ses positions. Et honnêtement, il soumet Emmett avec relative aise. Donc, est-ce que Zalal, il pourrait soumettre Emmett? Les probabilités sont faibles, mais les cotes sont quand même grosses. Honnêtement, j'ai un petit œil là-dessus, peut-être pour un Degenerate Poke. C'est vraiment pas le scénario le plus probable. Je pense pas que ça arrive à Eclipse. Mais écoutez, dans toute sa carrière au UFC, Emmett, il y a un seul gars qui a une tentative de soumission officielle contre lui. C'est Yair Rodriguez. Il s'est fait soumettre. Fait que, bref, qui sait, ça se pourrait là, que Zalal essaie de le take down et qu'il trouve une opportunité qu'il la saisisse. Mais sinon, je crois que le plus probable, ça va être un match de kickboxing de 15 minutes. Puis c'est Zalal qui va pick, move. Il va pull up un plus gros volume, il va toucher plus, puis il va gagner une décision convaincante. Probablement minimum là, deux rounds sur trois. On l'a vu des fois au troisième round contre Qatar, il s'est mis à ralentir un petit peu. Qatar était plus agressif, il a eu plus de succès. Ça pourrait arriver là, que Emmett il va un round, mais à mon avis, Zalal là, va gagner de façon là, assez convaincante. Next up, on a Khalil Round 3 versus Yuri Prochaska. What a banger! Un des combats que j'ai le plus hâte là, de toute la carte, définitivement. Au niveau des odds, on va aller voir si ça a bougé là, rapidement ici. Khalil, plus 185. My God, ça a bougé depuis la dernière fois que j'ai vu. Et Yuri Prochaska, moins 220. Honnêtement, il était à plus 150, ça me faisait de l'œil. Rendu à plus 185, je vais peut-être pull le trigger. J'explique pourquoi là, dans un instant. Au niveau du gabarit, là, on a Prochaska qui est un peu plus gros, là, je ne me trompe pas, 6 pieds 3, 80 pouces de portée, l'avantage ici. Par contre, Khalil qui est une pièce d'homme là, très physique, qui est buildé comme un tank, fait peut-être moins élancé, mais beaucoup plus là, trapu, qui a l'air extrêmement fort physiquement. Khalil, 35 ans, 32 pour Yeri. Les odds, on en a déjà parlé. Fait que, bref, pour ce combat-là, si on regarde leur expérience, là, Khalil qui est 14, 6, 0 et 1 chez les pros, quand même professionnel depuis 11 ans. Au UFC level, il est 10, 6 et 1 no contest. Mais je crois définitivement qu'on a la best version of Khalil qu'on n'a jamais eu présentement. De l'autre côté, Yeri, 5-2 au UFC, mais très grande expérience professionnelle là, qui est 31, 5 et 1. Donc, assez incroyable là, pour Yeri également, qui a eu une trajectoire assez fast-track là, dans l'organisation. Quelque chose d'intéressant du côté d'Yeri, il y a 37 combats professionnels, il y en a un seul qui s'est rendu à la décision. Khalil, il est allé à la décision à quelques fois, mais honnêtement, je pense que ce que Yeri bring à la table,
ça rend en sorte que la décision est très, 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 très peu probable là, dans ce combat-là. Du côté de Khalil, si on va regarder vite fait, là, au niveau de sa fiche, il y a beaucoup, beaucoup de finish là, également à son actif. Il s'est fait finir également, mais il y a un petit peu plus là, de decision upside là, que Prochaska. Donc, Khalil récemment contre Jamal Hill, il a 50-45 décisions dominantes. Contre Pereira, très belle performance, même s'il a perdu, là, vraiment impressionnant. Il était un underdog massif. Il a dominé les 2 premiers rounds, à mon avis. Finalement, Pereira qui a repris le dessus. Après, Roundtree qui avait ralenti un brin. Mais très, très belle performance de Roundtree pour de vrai. Là, impressionnant de faire ça à Pereira. Probablement un des fights les plus durs que Pereira a eu jusqu'à ce jour, là, si on enlève là, Ankalaev. Du côté de Jiri, on l'a vu, là, il s'est fait knocker 2 fois par Alex de façon assez brutale. La première, il y en a qui disaient que c'était un early stoppage, mais bon, bref, ce sera pour un autre débat. Mais deuxième fois, il s'est fait envoyer dans une autre dimension. Là. Knockdown fin du premier round, puis terminé avec le premier coup là, du deuxième. Bref, Prochaska, ce qui est intéressant, ce qu'il faut prendre en considération, c'est offensivement très très bon. Okay? Attaque diversifiée. Peut-être sa précision qui est quand même très très bonne, mais c'est sa défense, sa lacune. C'est un gars qui bring le chaos, qui prend beaucoup de risques. Justement, c'est un style high risk, high reward, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il se fait blesser dans beaucoup, beaucoup de ses combats. Si on regarde ici, il s'est fait wobble son début contre Ozdemir là, au premier round, à 2 reprises, là, sonné là, assez solide. Dom Reyes, il l'a wobble aussi. Glover Teixeira, il a landé des nasty ground and pound, il a blessé Yeri définitivement. Même si je ne me trompe pas, c'est-tu où je l'ai noté, là? C'est au 5e round. Teixeira, là, attends, non, Epic Round 5. Bref, il y a un moment, Glover, il le stun, là. Yeri tient pratiquement plus debout, mais Glover, il saute une guillotine. Yeri se ramasse on top, il récupère, mais bref, il est dans toutes sortes de... Sa tête n'est plus là, finalement, il a réussi à récupérer. Contre Pereira, premier affrontement, vous le savez. Contre Rakic, il s'est fait dominer le premier round, mais il a turn up au deuxième, il l'a fini. Deuxième fight contre Pereira, gros knockdown fin premier round, KO brutal deuxième. Contre Hill, un peu moins pire. Pour de vrai, là, c'est un de ses fights qui s'est moins fait endommager là, de sa carrière. Fait que vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. Il se fait blesser dans la majorité de ses combats. De l'autre côté, Halil, je l'ai dit, là, je crois que c'est la meilleure version de lui qu'on a en ce moment. Il y a sa décision contre Jacoby qui est très douteuse. On ne se fera pas de cachette, là, mais sinon, il est sur une très belle run. Statistiquement parlant, Khalil qui a moins de volume, peut-être un petit peu moins précis comparativement là, à Yeri. Par contre, une meilleure défensive. Ce qu'il faut prendre en considération beaucoup pour Khalil, c'est, à mon avis, un confidence-based fighter. On le voit à maintes reprises, quand il arrive et qu'il n'est pas là, c'est un peu on a l'impression que quand il arrive et la switch est à on, il peut être on top of the world, il va passer à travers n'importe quoi. Puis il y a des soirées qui est arrivé qui n'avaient pas l'air trop là, où il s'est fait brasser, où il s'est fait même finir. Regardez, TKO par Ian Kutaleba, c'est pas un bon look. Johnny Walker non plus. Fait que, bref, j'ai l'impression qu'il est sur une bonne run puis qu'il est dans un bon space mentalement. Puis c'est vraiment important de prendre ça là, en considération dans le duel. Donc, je suis côté du underdog pour ce combat-là en Khalil Roundtree. Pourquoi? Principalement en raison que Yeri, ce qu'il a besoin, c'est du chaos. C'est là qu'il chaîne le plus. C'est là qu'il est à son meilleur. Puis je crois pas que Roundtree, il va lui donner le chaos dont il a besoin. Je crois que Khalil va arriver avec un bon game plan, il va être patient, il ne va pas embarquer dans les échanges wild de Yeri. Si c'est l'inverse, il risque de se faire clipper. Mais ce qui est arrivé justement, Yeri contre Alex Pereira à ces 2 reprises, c'est Pereira, il n'est pas embarqué dans son jeu. Il est resté loin, il se déplace, il choisit ses shots, il sort. Il y a un moment dans leur premier combat au deuxième round que Alex embarque dans le chaos justement. C'est sa pire séquence de tout le combat où est-ce qu'il est dans le plus de troubles, mais sinon, il domine. Il reste loin, pick, move, embarque pas dans le jeu. Il chope les jambes là, de Yeri Prochaska. Gros dégâts à ce niveau-là. Et il est patient. Il finit par avoir l'ouverture. Parce que Yeri, lui, c'est pas un gars patient. Il va faire des wild shit. Puis si tu attends, tu es patient, tu es capable de saisir l'opportunité pour le clipper. Ça a fait la même chose dans le deuxième combat.
Et il y a même Alexander Rakic qui a essayé de faire la même chose au premier round. Là. Rakic qui est très très posé pour la majorité du round, il déplace bien, il fait ce qu'il a à faire, il n'embarque pas dans le jeu d'Iri pour la majorité. Et finalement, ça finit par être très très chaotique là, dans le deuxième round et il se fait finir. Maintenant aussi, Iri, très pesant jambe avant, il lean en avant, il met sa tête, il essaye d'attirer la personne, déclencher justement des échanges pour contrer. Je crois que ça va exposer sa jambe. Halil qui a des excellents low kicks. Je crois justement qu'il va chopper les legs, qu'il va être patient puis qu'il va finir par trouver une fenêtre d'opportunité. Et probablement knocker Jiri Prochaska. Ça sera peut-être pas une projection populaire, mais c'est ce que je pense qui va arriver dans ce combat-là. Ça se peut que je me trompe. Écoutez, ça reste Jiri. S'il réussit justement là, à rendre les échanges très chaotiques, il va avoir le dessus. Et il pourrait là, surprendre, cover son price tag, là, c'est sûr et certain. Un look que j'aime beaucoup sinon pour ce duel, c'est Fight Don't Go to Decision. Ça me surprendrait très, très, très grandement que ce combat-là touche la carte des juges. Pour suivre, on a la machine Merab qui va défendre son titre versus Corey Sandhagen. Probablement le deuxième fight auquel j'ai le plus hâte là, de toute la carte. Je crois que ça va être un banger. Vous connaissez probablement les deux combattants. Merab, le cardio machine, contre Corey Sandhagen, un combattant très complet, dangereux debout, avec un bon grappling. Honnêtement, je crois que ça va être compétitif, surtout early. Merab, qui est un très gros favori, là, si on regarde les odds, ça a bougé. Moins 400. Non, c'est resté semblable. Plus 300 pour Corey. À mon avis, ça va être le Merab Show. Peut-être pas pour tous les rounds. Je crois que Corey va lui donner une bonne opposition, surtout en début de combat. Corey, très bon striking. Plus technique, à mon avis, et diversifié que Merab. Mais Merab, on le connaît, c'est pas un gars qui est reconnu pour avoir la meilleure technique ou whatever. C'est juste qu'il push un pace que personne ne peut maintenir pour la totalité là, du combat. Quand on parle de pace, allez voir ses stats contre Petroyan. Je pense que c'est les statistiques les plus impressionnantes que j'ai vues là, dans un combat. Si on regarde ici rapidement, là, 202 coups sur 401 et 11 takedowns sur 49 sur 25 minutes. Comment tu peux tenter 401 coups et 49 takedowns dans 25 minutes? C'est incroyable pour de vrai. C'est assez fou. Je crois vraiment que Merab, en fait, je crois que Corey va lui donner du fil à retordre probablement début de fight. Je pourrais voir Corey gagner le premier round, peut-être le 2 ou le 3. Mais même si Corey a un excellent cardio, je crois que Merab va finir par le fatiguer tôt ou tard là, dans cette fight-là. Merab contre Nurmagomedov, même chose. Nurmagomedov est reconnu pour avoir un cardio élite là, au mort. Là. Finalement, troisième round, Merab qui take over. Donc, je m'attends à un scénario semblable, honnêtement. Comme je dis, ça va être compétitif au début. Corey qui a des très bons scrambles, qui est excellent debout. Fait, je crois qu'il va avoir beaucoup d'échanges de grappling dynamique. Merab va sûrement avoir des takedowns, mais il ne va pas être capable de maintenir Corey au sol pour des périodes là, trop prolongées, je crois. Surtout pas en début de fight. Mais plus que le combat va avancer, plus que Corey va ralentir, plus que Merab va avoir un edge. Positionnellement, même debout, il va placer plus de coups, là, à mon avis. Si vous êtes sur mon Instagram, j'ai partagé un bet d'ailleurs tout à l'heure. Un bet que j'adore, même pas besoin de gagnant. Qu'est-ce qu'on a besoin? Merab, 15 coups au premier round. Corey, 15 coups au premier round. Et Merab, plus de coups overall. Donc, honnêtement, Merab s'est jamais fait outstrike. Je parle pas de coups significatifs, je parle de strikes dans sa carrière. Et c'est seulement une fois, si je ne me trompe pas, dans son premier duel. Non, même pas. Donc, il ne s'est jamais fait outstrike là, au UFC level. Et Merab, dans tous ses combats, en fait, il n'a jamais fait en dessous de 20 strikes au premier round. Euh, donc, 15, c'est juste pour être safe, là, mais il va probablement faire beaucoup plus là, que ça. Et à l'inverse, dans 11 de ses 15 fights au UFC, il a encaissé plus de 15 coups au premier round. Fait que je vois pas pourquoi Corey Sandhagen, qui a un excellent volume, ne pourrait pas en placer 15. C'est très, très faisable. Puis on parle de strike, juste un petit poke dans le clinch, là, ça compte. Corey Sandhagen, c'est arrivé 2 fois en 15 combats au UFC qui n'atteignent pas 15 coups au premier round. La première fois, c'est parce qu'il a knocké Frankie Edgar en 28 secondes. Donc, évidemment, tu ne peux plus faire de strikes ensuite. Et la deuxième fois, il s'est fait choquer par Aljamain Sterling en moins d'une minute 30. Fait que tu ne peux plus faire de coups dans ce cas-là non plus. Maintenant, je pense que Merab Decision, c'est langue
le plus probable. Mais est-ce que Merab pourrait avoir un finish late? Je sais pas. Je crois pas que c'est très probable, mais un petit poke qui pourrait avoir de la value du Merab à submission à plus 700. Tu mixes ça avec un over, tu as un plus 1800. Je veux dire, c'est pas impossible, définitivement. Puis on sait Corey s'est fait choquer une fois dans sa carrière par qui? Sterling, on le dit. Sterling, c'est qui? C'est le partner d'entraînement principal de Merab. Fait qu'écoutez, c'est juste de la spéculation, on sait jamais, mais c'est tout de même des petits trucs là, qui traversent là, mon esprit. Fait que bref, Merab for the win, the cardio machine and still. Et guys, on est rendu à la finale. Magomed Ankalaev qui défend son titre pour la première fois. Le rematch contre Alex Poatan Pereira. Premièrement, les odds, est-ce qu'ils ont changé? Pas trop. Ankalaev, moins 262, Pereira, plus 222. Première chose à noter, lors de leur premier fight, c'était pratiquement un pick-em au niveau des odds. Je crois qu'Ankalaev, c'est le favori de façon justifiée. C'est mon pick. Je crois qu'il y a plus de chances de l'emporter. Mais les odds, je les trouve un petit peu off, honnêtement. Là, je ne crois pas qu'Ankalaev gagne ce combat-là 70-75% du temps. Je crois qu'il y a plus de chances de gagner. Pourquoi? À mon avis, au point-ci de leur carrière, il est plus durable. Il y a un edge au niveau du clinch, du contrôle, du grappling. Oui, il était 0 sur 12 au niveau des takedowns là, lors de leur premier affrontement. On peut regarder ici les statistiques. Mais c'est pas parce qu'il a été 0 sur 12 la première fois qu'il n'est pas capable d'en avoir un. Si on regarde là, au niveau de justement son accuracy des takedowns, là, je l'ai ici là, pour Ankalaev, là, mais il n'y a pas une grosse précision. On parle de 22,7% en général. Mais justement, si au fil de 2 combats, il shoot 24 takedowns, statistiquement parlant, il devrait finir par en avoir un ou deux définitivement. Et je crois que s'il y en a un, il va être capable de maintenir Pereira au sol et voir lui faire très très mal. Maintenant, j'ai parlé du takedown, mais il y a aussi le clinch control. On l'a vu, c'est le 4e round, si je ne me trompe pas, contre Pereira. Même pas besoin de takedown. Il a juste poussé Alex dans la cage pendant 4 minutes sur la totalité du round, puis il l'a volé de cette manière-là. Petit strike, push dans la cage, Pereira n'avait pas de réponse. Fait que bref, il peut aller voler des rounds de cette manière-là, puis c'est à considérer définitivement. Maintenant, il y a un edge dans ces aspects-là, mais debout, c'est très compétitif. On l'a vu, là, les rounds, c'était ping-pong un petit peu. Là. On ne savait pas trop vers de quel côté ça allait aller, pour du moins, je crois, 2 des 5 rounds. Puis, Ankalaev qui a blessé Pereira là, solidement là, à la fin, c'est le 2e, si je ne me trompe pas. Bref, peut-être que je me trompe, là, mais il y a un moment où Ankalaev, il pince Pereira solide. C'est une fin de round. Et si le round n'était pas à sa fin, il aurait peut-être fini. Donc, c'est toujours très compétitif là, debout entre les deux. Donc, les odds, à mon avis, ça aurait peut-être être du plus être moins 150 Ankalaev, moins 160 max. C'est de même que j'aurais listé ça. À moins 260, là, je trouve ça un petit peu wild. Fait que même si mon pick, c'est Ankalaev, un petit poke là, sur Pereira. On verra comment la soirée se déroule, là, mais peut-être que rendu à la finale, ça va arriver. Maintenant, quand même quelques points narratifs à considérer. Il y a des rumeurs comme quoi Pereira il était blessé, entre autres un problème avec sa main droite. Ça pourrait faire du sens si vous regardez les strikes, là, pas nécessairement round par round, là, mais Pereira il a placé 76 coups significatifs, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Il s'est fait outstrike quand même de près de 20 coups. Mais il y a 48 de ces 76 significant strikes que c'est des leg kicks. Donc très très peu de coups visage, seulement 11 dans tout le combat. Je crois que c'est en partie à cause de la pression d'Ankalaev qui avançait là, beaucoup. Pressure, moins bon du back foot Pereira. Et comme je dis, sa main droite, j'ai pas compté, mais il y a un fellow capper qui a compté le nombre de mains arrière là, dans les 3 premiers rounds de Pereira, puis je crois que c'est 5 au moins. Qui a lancé, pas qui a touché. Là. Fait que, bref, si tu as une main en moins, c'est sûr que ça peut jouer dans la balance, surtout un match gaucher-droitier. Dans d'autres circonstances, 48 low kick, on sait que c'est une des armes principales de Pereira, mais le fait qu'Ankalaev soit gaucher, ça neutralise un peu le power calf kick de la jambe arrière. Mais à l'inverse, même si c'est pas la bonne jambe, il génère une bonne puissance, Pereira, puis c'est pas parce qu'il l'a pas shut down que cette fois-ci, il pourrait pas en placer un bien timé, super précis qui enlève le mouvement à la jambe de Ankalaev.
On l'a vu récemment, là, c'était Johnny Walker contre Ming Yan Zhang. Zhang qui cruisait là, définitivement. Il a reçu un bon calf kick, la jambe a shut down, terminé, bonsoir. C'est pas parce que là, sur ces 48 Lindy, il n'y en a pas un qui a eu un effet semblable que dans ce combat-là, ça ne va pas arriver. Fait que, bref, un peu comme les takedowns dans Kalaev, il n'y en a pas eu un. Pereira, ça se pourrait qu'il réussisse à clipper en Kalaev, qui endommage la jambe un petit peu plus, puis qu'il y ait un edge de cette façon-là. Fait que, bref, à mon avis, c'est un combat qui est plus serré que ce que les odds représentent. Je serais surpris qu'on aille à la décision une deuxième fois. Je pourrais voir un ou l'autre là, se faire clipper solidement. Alex Pereira, s'il veut sa ceinture back, il va falloir qu'il prenne plus de risques, il va falloir qu'il mette plus de pression. Ça va faire que ça va être plus risqué pour lui. Ankalaev, qui est un striker excellent également, mais il risque d'avoir plus d'opportunités de blesser son adversaire également. Fait que, bref, bien hâte de voir. Comme je dis, edge durabilité pour Ankalaev. Le grappling, ça m'inquiète un petit peu. C'est mon pick. Mais un petit poke sur Pereira, why not? Ça se peut que ça arrive. Puis je vais respecter n'importe qui va prendre le shot. Donc voilà, that's it. On a passé au travers la carte, tout le monde. C'est sûr qu'il y a probablement des duels. J'ai pas été dans tous les détails de mes analyses. J'oublie des choses vite de même sur le fly, c'est normal. Si jamais vous voulez plus de contenu comme ça, sur Instagram, que ça se passe, GutsMMA. Si jamais vous voulez pousser un petit peu plus loin, voir mes picks exacts, les mises recommandées, ça se passe sur Patreon pour moins d'un trio Big Mac là, par mois au niveau du coût. Fait que bref, voilà, that's it, gang. Je vous souhaite une belle carte et j'espère que vous allez cacher vos bêtes. Peace!